Avec vous, on va essayer de réfléchir à quelques petites choses qui concernent le travail du psychanalyste à partir d'interprétations. Si vous m'entendez bien? Oui. Alors, on peut procéder de plusieurs façons. Je sais que vous avez lu un texte avec vos professeurs qui est un petit passage d'un texte de Freud où il imagine un petit dialogue avec un interlocuteur qui dit « c'est quoi ce truc ?» et il explique ce que c'est. Et ça a l'air d'être rien du tout, en fait. Donc, je vous avais lu ce passage. Donc, je peux commencer tout de suite à vous proposer certaines choses. Par contre, si certains d'entre vous, avant que je commence, ont une question ou une remarque à faire, vous le faites. Sinon, on garde tout ça pour après. Alors, vous pouvez aussi, au fur et à mesure de l'avancée des choses, je ne vais pas vous faire une conférence, hein, je vais essayer de tracer quelques pistes pour qu'on essaye de comprendre. Et moi, je continue à essayer de le comprendre, hein, en pratiquant la psychanalyse depuis 30 ans comme psychanalyste et un peu avant comme patiente, hein, puisque vous savez que les psychanalystes, justement, eh bien, ils ont fait une analyse, parfois ils en font plusieurs dans leur vie, parce que précisément ils expérimentent à travers cette situation-là quelque chose de cet inconscient que tout le monde expérimente tout le temps dans la vie de tous les jours, quand on fait un lapsus, quand on fait un acte manqué, on reviendra sur ces choses-là, puis quand on rêve. Et puis quand on a certains troubles qui sont parfois sur le corps, parfois dans les comportements, et dont on se dit, mais ils ont l'air de n'avoir aucun sens. Donc tout le monde expérimente ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, donc, je vais garder un peu de temps, évidemment, après pour qu'on parle. Vous pouvez aussi, au fur et à mesure, il y a quelque chose que je dis que vous ne comprenez pas, vous m'interrompez et vous me demandez d'expliquer. D'accord? Voilà. Donc, vous voulez que je commence tout de suite ou quelqu'un a une question? Non, ça va, j'y vais alors. Bon, alors, on a dit, il y a plusieurs manières d'aborder la question de l'inconscient, qui, comme son nom l'indique, c'est la définition la plus plate et la plus incomplète, hein. C'est ce dont nous n'avons pas conscience. Ce dont nous n'avons pas conscience et qui pourtant est en nous tout le temps actif de différentes façons, à travers certains processus dont on parlera. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'approcher de cette chose qui nous approche, elle, c'est-à-dire qui est présente dans notre vie quotidienne, dans nos rêves, etc., et dans nos rapports avec les autres. Alors, je me suis dit que la chose la plus simple à faire, peut-être, plutôt que de partir de tel ou tel aspect de la théorie de Freud, ou plutôt des tentatives de théorisation freudienne, parce qu'il faut que je vous dise quand même quelque chose, c'est qu'il n'y a pas une théorie globale et générale de l'inconscient, il y a des approches, des outils conceptuels et théoriques qui sont très souvent des images que Freud emploie pour essayer de nous faire comprendre et de comprendre lui-même cette chose qui par définition se dérobe, puisque c'est inconscient, pas conscient. Donc comment est-ce qu'avec ce que nous avons, c'est-à-dire notre capacité de réflexion consciente, on peut approcher cette chose qui échappe? Et donc, je me suis dit que la chose la plus simple, alors je vous disais, il n'y a pas de grande théorie, par contre, il utilise beaucoup, Freud, et on en parlera, des comparaisons, des images. Mais pas des images qui parleraient toutes seules. Des images qui sont des outils qu'il faut interpréter pour essayer de se représenter, donc de se figurer, qu'est-ce que c'est que cette chose, enfin, qu'est-ce que ce sont ces mouvements inconscients. Et il dit souvent qu'il est tout le temps obligé de changer de comparaison, parce que, précisément, il n'y en a pas une qui engloberait tout. Autrement dit, la première chose qu'on peut dire, avant d'aborder les choses concrètes, si vous voulez, c'est que la pensée freudienne, la théorisation psychanalytique, qui est ce mouvement par lequel il essaye de capter, c'est quoi, c'est ce qui nous agit comme ça, et ce qui nous agit dans nos rapports avec les autres, évidemment, eh bien, ça ne peut pas fournir une vision du monde totale qui explique tout. Jamais de la vie. Par contre, ça nous donne des outils pour essayer de comprendre ce qui nous arrive quelquefois et puis nous situer dans nos rapports aux autres et au monde social. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de la situation concrète, qui est la cure d'analyse, la cure de psychanalyse, et ce que Freud a appelé la cure en parlant. Alors on dit souvent cure de parole. Pour ma part, je préfère dire cure en parlant, je vais vous expliquer pourquoi.
Parce que quand on dit cure de parole, ce qui est une façon ordinaire hein, de dire les choses, le danger, c'est qu'on pourrait croire que la parole en elle-même, elle est magique. C'est comme un médicament, si vous voulez. Elle a comme des propriétés, elle aurait comme des propriétés, mettons, chimiques, et que je dis un mot, et hop, le mot en lui-même produit quelque chose, qui est une vision du langage, évidemment, dont tout le monde rêve dans les contes de fées, hein, quand dans les contes des 3 vœux, dites un vœu, et la chose apparaît immédiatement. Ou dans les visions, disons, théologiques de la parole. Dieu dit que la lumière soit, et hop, la lumière fut. Donc c'était une espèce de rêve de magie, si vous voulez, de puissance intrinsèque de la parole. Intrinsèque, ça veut dire propre à la parole en elle-même, en dehors de toute relation avec les autres. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, intrinsèque, qui est interne à la parole. Or, je préfère dire cure en parlant plutôt que cure de parole, parce que ça évite de croire, parce que c'est une croyance, hein, que la parole en elle-même, comme par une sorte de puissance interne, indépendante des situations où on parle, agirait. La parole, elle n'agit jamais en dehors d'une situation d'interlocution. C'est-à-dire, je peux dire tout ce que je veux tout seul sur une plage. Je peux souhaiter la mort à mon pire ennemi, ça ne va pas le tuer pour autant. Par contre, si je lui dis je souhaite ta mort, ça ne va peut-être pas le tuer, mais ça va le blesser. Ça va lui faire peur. Donc c'est toujours une situation intersubjective, si vous voulez, entre 2 personnes au moins. Je dis bien au moins parce qu'on verra qu'il y en a toujours plus que 2. Et donc cure en parlant, ça veut dire cure à travers une certaine situation d'interlocution, c'est-à-dire d'échange de paroles. Alors, vous avez vu dans le texte que vous avez lu que l'interlocuteur, il est extrêmement sceptique. Donc, je vous réponds tout de suite, mais je répondrai plus longuement tout à l'heure. En fait, quand quelqu'un parle au psychanalyste, il s'adresse à lui. Donc, il y a la situation d'adresse. Seulement, en réalité, ce qu'il dit, ce dont on ne se rend pas forcément compte, et il vaut mieux que le psychanalyste en ait conscience, même s'il ne sait pas tout de suite de quoi il s'agit, ça ne s'adresse pas à la personne du psychanalyste. C'est-à-dire la destination, il y a un destinataire qui est, ou des destinataires qui sont absents. Donc quand on parle, en général, on s'adresse à... Moi, là, je vous parle, c'est vous, je m'adresse à vous et vous êtes les destinataires de ce que je dis, mais peut-être que dans mon inconscient, je m'adresse à mes parents qui sont morts et à qui je voudrais bien apprendre des choses. Quand j'étais petite, je voulais peut-être leur apprendre des choses. Mettons. Vous voyez, c'est-à-dire les destinataires, c'est toute une galaxie comme ça de figures, présentes ou absentes, qui dédoublent, enfin qui créent un écart dans la situation d'adresse, c'est-à-dire quand je m'adresse à quelqu'un, entre la personne à qui je m'adresse directement et la personne, ou les figures, les personnes de mon histoire, ou plus globalement qui font partie de l'environnement, à qui ce discours est destiné. Pour que vous compreniez bien la différence entre l'adresse et la destination, prenez ce qui se passe sur une scène de théâtre, par exemple. Dans une scène de théâtre, vous avez, disons, il y a 2 protagonistes qui, l'un s'adresse à l'autre, mais en réalité, l'ensemble est destiné au public. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a toujours un tiers. Et dans le mot d'esprit, quand on fait une blague, on veut faire rire, évidemment, la personne à qui on parle, mais il y a quand même, autour de tout ça, l'idée qu'il y a... Enfin, on ne peut pas rire tout seul de sa blague. Il faut qu'il y ait un public qui est figuré par la personne à qui on parle, qui peut-être ne va pas rigoler du tout, parce que parfois c'est assez dépend, mais il y a quand même... Et on rit seulement si on imagine un auditoire, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire, la situation de parole, c'est une situation plurielle, en réalité. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, la question de l'inconscient, et on y viendra. Donc, la cure en parlant, c'est la cure où il y a quelqu'un qui vient vous voir, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et lui non plus ne vous connaît pas, vous ne faites pas partie de sa vie, de son histoire, vous êtes un étranger, et la personne qui vient est aussi une personne tout à fait étrangère, et elle vous raconte plein de choses. Et cette cure en parlant, vous avez vu ce que l'interlocuteur de Freud est très sceptique, il dit comment vous soufflez, vous dites des paroles et puis les mots s'envolent, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis comment c'est possible? Et puis alors l'autre répond, c'est-à-dire Freud, on interprète. Et l'autre dit l'interpréter, mais quelle horreur, quel vilain mot, c'est-à-dire en gros vous dites ce que vous voulez, vous dites n'importe quoi.
Donc on va essayer de comprendre un petit peu cette affaire de la façon dont le sens se constitue, qu'est-ce que c'est que l'interprétation et pourquoi la question de l'inconscient, elle est entièrement articulée à cette question du sens et de l'interprétation. Donc Cure en parlant, je vais partir de... Alors, juste une chose, encore, pour poser un autre petit point d'appui, eh bien, c'est que l'idée freudienne, enfin, parler de choses qui n'étaient pas conscientes, ça, on en parlait dans la philosophie, dans la littérature, depuis bien longtemps, naturellement. Ce qui est nouveau avec Freud, c'est en fait deux choses. C'est d'imaginer un dispositif, je dirais, technique, très particulier, dont je vous expliquerai la règle tout à l'heure, qui est une règle technique assez simple, à travers lequel quelque chose de ce qui inconsciemment fait sens dans la vie d'une personne va se dénouer pour qu'il puisse, au lieu de subir son histoire ou la version qu'il a consciemment ou inconsciemment de son histoire comme un destin, eh bien, il va pouvoir la réinterpréter pour pouvoir, de façon créative, hein, on va dire, vivre d'une manière moins prisonnière de certaines répétitions, par exemple, ou de certains symptômes où quelque chose s'exprime qui ne peut pas s'exprimer, je dirais, dans les mots, justement. Alors, la chose la plus simple, c'est certains symptômes physiques, ce qu'on appelle la conversion hystérique, et Freud est parti de ça. Il est parti de ça et il est parti de l'étude de ses propres rêves, c'est-à-dire des situations ordinaires. Je dis bien ordinaires, hein, parce que y a pas ce qui est nouveau aussi chez Freud, c'est que ce qui est pathologique et ce qui est normal, en fait, c'est en continuité. Il n'y a pas d'un côté les malades, les fous, quoi, et puis de l'autre côté les gens sains qui n'ont jamais aucun problème, et que ce seraient deux catégories différentes, et que les gens qui disjonctent un peu, faudrait les recabler un petit peu, comme si on emmenait sa voiture au garage, si vous voulez, pour remettre les gens. Non, l'idée c'est que les symptômes, les rêves et tous ces petits incidents de la vie quotidienne qui ont l'air absurdes ou qui ont l'air incompréhensibles, en fait, ils ont un sens. Ils n'ont pas un sens d'ailleurs, plutôt ce qui serait plus juste, c'est de dire qu'ils ont du sens. Ils ont du sens. C'est mieux de dire du sens qu'un sens, parce que justement, il y en a rarement, il n'y en a jamais qu'un, il n'y en a jamais un seul. Même si il peut y avoir par endroits, par fragments, des sortes de sens, de signification, si vous voulez, qui se traduisent très, très directement par une image ou par un symptôme. Par exemple, Freud, si on revient sur le rêve, on en parlera tout à l'heure, dont Freud dit que souvent le rêve fonctionne comme un rébus. Vous savez comment c'est un rébus, hein? Eh bien, je pense à une personne qui rêvait sans arrêt pendant toute une période, et ça se répétait, de filets de poisson qui se défaisaient dans son assiette, et c'était très angoissant. C'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces filets de poisson qui arrivaient tout le temps? Eh bien, c'est apparu au bout de quelques séances où cette personne était en train d'opérer de grands changements dans sa vie, mais assez risqués. Et tout d'un coup, au décours d'une séance, elle dit « Ah je vois que je travaille sans filet ». Et le rêve avait traduit cette espèce de représentation, qui est une phrase qui a un sens, dans une image un peu codée, enfin tout à fait codée, cryptée, qui était le filet de poisson. C'est comme un jeu de mots, si vous voulez, ou un rébus. Et donc, à partir du moment où s'est apparu ce truc, elle a fait le lien, elle a rêvé d'autre chose. C'est-à-dire, elle a repensé sa situation en d'autres termes. C'est-à-dire, le rêve vous donne un message crypté. Donc l'idée, c'est que tout ça, ça fait sens, ça a du sens. Donc la première chose sur laquelle Freud a travaillé, donc je vous dis, ce sont ses rêves, mais c'est aussi certains symptômes qu'on appelle des symptômes hystériques, et qui sont des symptômes où, dans le corps, il y a quelque chose qui se produit, qui est, par exemple, quelqu'un qui perd l'usage d'un membre, qui a une sorte comme une paralysie, ou qui ne voit plus, ou qui n'entend plus, ou quoi que ce soit, des tas de choses comme ça. Et en réalité, si on fait un examen physiologique médical, il n'y a rien. Il n'y a aucune lésion. Alors, les somatisations, c'est encore une autre chose, mais disons, le symptôme hystérique dont Freud est parti, ce sont des choses comme ça. Et notamment, il y avait une jeune femme qu'il appelle le cas Elisabeth, et qui avait des douleurs absolument abominables dans les jambes. Mais vraiment, qui l'empêchait c'était très violent, ces douleurs, et parfois même des difficultés à marcher, etc. Et on ne décelait rien du tout, aucun trouble neurologique, rien. Et donc, cette personne, elle
elle a été traitée chez Freud. Et au début de la thérapie, bon, Freud oscillait entre une technique qui était, on en parlera peut-être tout à l'heure, la suggestion hypnotique et petit à petit la catharsis. C'est-à-dire, la catharsis, c'est comme ce que Aristote appelait au théâtre, ce qui permet d'évacuer quelque chose. Hein. Donc, essayer d'évacuer la charge émotionnelle à l'œuvre dans un symptôme par la parole. Donc au début, c'était très approximatif, cette histoire de parole, parce que l'idée, c'était que la parole, c'était comme si vous vous mouchez, si vous voulez, vous évacuez des choses et puis c'est terminé après. Et donc cette femme avait des douleurs terribles dans les jambes, et petit à petit, après qu'il y a une autre patiente qui ait dit à Freud, mais taisez-vous, laissez-moi parler, et où il s'est dit, tiens, je vais l'écouter un peu, c'était Anao, ça c'est la légende, mais c'est assez vraisemblable. Il s'est aperçu qu'il y avait un rapport entre ce qu'elle racontait et ce qu'il était en train de faire à l'époque, qui était encore une chose qu'on ne fait plus du tout dans le champ de l'analyse, et qu'il a arrêté de faire après, mais il mettait ses mains sur les zones douloureuses. Et au fur et en même temps, en lui disant de dire ce qui lui, de parler, de dire ce qui lui venait à l'esprit quand il touchait les zones douloureuses, et il dit à un moment donné, Freud il dit, et tout d'un coup, petit à petit, les jambes se mirent à parler. Alors c'est quoi cette histoire des jambes qui se mettent à parler? C'est pas qu'elles sont ventriloques ou jambiroloques, c'est juste qu'il y a un lien qui se construit entre ce que raconte cette personne de tel et tel élément de sa vie, événement de sa vie, ses rapports avec son père notamment, qui était paralysé, qu'elle a soigné jusqu'au bout, etc. Et puis ces douleurs que son corps traduit. C'est-à-dire son corps traduit, interprète, ou plutôt elle interprète, son inconscient interprète sur une zone disponible de sa personne qui est son corps, eh bien, toute une histoire que ces douleurs racontent. Et au fur et à mesure que l'histoire et les raisons de la douleur de cette histoire, qu'il y a une histoire de deuil, etc., apparaissent, ben, petit à petit les symptômes s'atténuent, s'estompent et disparaissent. Pourquoi? C'est ce que Freud appelait la magie lente dans ce petit texte que vous avez lu. C'est-à-dire quelque chose qui se produit d'une transformation, en fait c'est ça la magie, hein, c'est une transformation, mais qui est liée à quoi? Non pas à la parole comme juste quelque chose qui évacue, mais comme quelque chose qui petit à petit va permettre d'élaborer, de comprendre et d'interpréter, voire de réinterpréter une histoire. Parce qu'au fond les symptômes c'est quoi? C'est des interprétations expresses. Alors, revenons là-dessus pour essayer de comprendre ce que c'est que l'inconscient. Et on reprend juste une chose sur la cure en parlant, quelle est la règle de la méthode? C'est une règle assez simple, mais qui tranche par rapport, si vous voulez, aux situations habituelles d'interlocution, d'échange social. Puisque la règle, c'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Pas de prendre des notes, écouter en prenant des notes, en tout cas du point de vue de l'analyste, c'est écouter sans prendre de notes. Une parole dont la règle, c'est qu'elle doit se déployer en essayant au maximum de laisser, c'est ce que Freud appelait l'association libre, qui ne veut pas dire juste j'en ai marre à bout de ficelle, de cheval, etc. Ce n'est pas une chose purement formelle, c'est juste essayer de parler sans se soucier du fait qu'on veut se faire comprendre, que ce qu'on dit est important ou n'est pas important et qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. C'est essayer de faire confiance à la manière, à la coloration, enfin à la manière dont les choses qui viennent à l'esprit viennent, avec comme hypothèse, parce qu'évidemment il y a une hypothèse là-dessous, qui est que ça ne vient pas de façon totalement aléatoire et n'importe comment. Ça vient, la manière dont ce qu'on dit dans la séance est dit, ce qu'on dit, la façon dont les choses s'associent, sont autant de petits carrefours qui nous donnent des chemins pour aller du côté de zones non conscientes de l'histoire de la personne. Et évidemment, on n'a pas tellement d'autres outils dans l'analyse, puisque l'idée, c'est qu'on parle. Alors, la seule chose, c'est qu'on essaie de désarimer, si vous voulez, la parole, de sa manière habituelle de s'adresser, qui est essayer que ce soit aussi cohérent que possible quand même, pour que l'autre vous comprenne. Là, on essaye de lâcher ce garde-fou, c'est le cas de le dire, cette rambarde, pour faire confiance à un flux qui peut d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on dise n'importe quoi, pas du tout, mais ça veut dire que ce qu'on dit vient, on essaie de relâcher le contrôle
sur ce que l'on dit. Surtout le contrôle. La pire des choses, c'est de se dire que ce qu'on dit n'est pas intéressant. Parce que quelquefois, ce sont des toutes petites choses très anodines, je vous donnerai un exemple, qui peuvent nous donner un chemin. Et puis, évidemment, ça marche uniquement si, justement, l'analyste écoute d'une certaine manière, qui n'est justement pas la manière dont vous écoutez là, puisque là, vous êtes attentif à essayer de comprendre l'essentiel de ce que je dis et en retenir les grandes lignes. D'ailleurs, moi, je ne vous parle pas comme si j'étais en séance non plus. J'essaye d'être ordonnée autant que possible, de faire comprendre. Et donc, l'idée de l'attention également flottante, c'est que l'analyste relâche aussi une tentation qu'on a toujours quand on écoute dans une conversation, sauf quand on rêvasse, quoi, relâche l'idée qu'il faudrait garder l'essentiel, parce que s'il fait ça, il se polarise sur des choses qui seront peut-être celles que l'analysant aura voulu lui faire penser comme étant essentielles. Il se polarise sur ce qui est conscient et sur l'intention consciente de l'analysant, et du coup il lâche d'autres choses qui sont, je dirais, ce qu'on pourrait appeler la coloration, à la fois les rythmes, la coloration et la manière dont les choses s'articulent. Voilà. Par exemple, là récemment, il y a une jeune femme dont l'histoire, peut-être je vous dirai quelques petites choses de son histoire, mais dans son histoire, il se trouve qu'elle me parlait de son rapport à la compétition dans son existence. Et elle me dit, c'est une jeune femme très douce comme ça, extrêmement d'apparence assez discrète, assez effacée, et qui pourrait donner l'impression qu'elle aurait tendance à s'effacer. Et effectivement, c'est un de ses symptômes dans la vie, elle s'efface trop. C'est-à-dire que... Et alors elle me dit, alors on parle, elle me raconte un peu ses études, etc. Et elle me dit, ah mais oui, la compétition pour moi c'était très important, je voulais absolument battre les autres, me dit-elle. Et puis elle éclate de rire en se rendant compte de la façon dont elle a dit ce mot « battre ». Parce qu'évidemment, ça a un sens métaphorique, battre les autres, c'est-à-dire plus fort qu'eux, mais battre, ça avait aussi un sens extrêmement littéral dans sa bouche, qui contrastait énormément avec son allure générale, si vous voulez, et qui donnait accès à une part inconsciente chez elle et très conflictuelle, puisque pour plein de raisons liées à son histoire, il fallait qu'elle pensait qu'elle devait s'effacer, en gros, mais une agressivité extrêmement puissante, où elle avait envie vraiment de battre, quoi, comme quand on a envie de battre quelqu'un. Et donc là, évidemment, elle le dit, elle s'est rendue compte elle-même en le disant, je vais faire remarquer, mais on a ri en fait ensemble, parce qu'il y avait quand même tellement d'énergie dans la manière dont elle prononçait ce mot, qu'on voyait bien que ce n'était pas seulement un sens métaphorique. De la même façon, les symptômes hystériques, quand je vous disais que c'est des interprétations expresses, c'est un peu ça. C'est-à-dire que sans qu'il y ait le temps, l'espace, pour plein de raisons liées à ce qu'on expliquera tout à l'heure, c'est-à-dire le refoulement, de déplier, de déployer toute une histoire, eh bien, à toute vitesse, ça va se traduire dans le corps, et le corps va prendre à la lettre certaines expressions du langage ordinaire. Par exemple, ça m'a fait un coup au cœur, ou ça me coupe les jambes, ou il me donne de l'urticaire. C'est des expressions du langage ordinaire, mais que le corps prend, enfin que le corps, c'est pas le corps évidemment, c'est l'inconscient prend à la lettre et qu'il applique sur ce qu'il a sous la main le plus rapidement possible, c'est-à-dire le corps. Et d'ailleurs, on voit bien comment d'ailleurs les tout petits enfants, ils ont tendance à avoir plein de petites choses comme ça parce que ils n'ont pas encore la possibilité de déployer, déplier complètement une pensée, quoi. Et donc, la pensée, le corps, l'inconscient interprète les choses et crée un symptôme qui veut dire quelque chose. Par exemple, les petits-enfants qui ont tout le temps des otites, souvent les pédiatres, il n'y a pas besoin des psychanalystes, les pédiatres le savent très bien, les enfants qui ont beaucoup d'otites, en général, c'est lié à des situations où il y a des choses qu'il ne faut pas entendre ou qui font mal à entendre, etc. Très très souvent, quand on creuse un peu dans une situation d'un enfant qui a sans arrêt des otites, oui, c'est qu'il y a beaucoup de conflits, et là, l'enfant, il a mal, ça lui fait mal aux oreilles, quoi. Et du coup, ça lui bouche les oreilles. Donc, otite à répétition. C'est-à-dire, voilà, pour prendre un exemple très banal, très ordinaire, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est que, vous voyez bien, c'est que à partir du moment où quelqu'un parle en analyse comme de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que, petit à petit,
vont émerger, évidemment, sur un temps assez long, parce que chaque personne a sa manière à elle d'être rentrée d'interpréter sa propre histoire, vont petit à petit se déplier des zones de son histoire et des aspects de son inconscient. Parce que alors maintenant, essayons d'avancer un petit peu, finalement c'est quoi l'inconscient? C'est quoi? C'est pas ce qui est juste à l'intérieur. Ce serait une erreur de penser que c'est juste le fort intérieur qu'on ne connaît, ce qui est en soi, qu'on ne connaît pas de soi en soi. C'est bien sûr quelque chose de juste de le dire comme ça, mais ça manque une chose très importante, qui est que ce qu'on peut appeler l'inconscient, c'est pas une sécrétion, comme quand vous êtes enrhumé et que vous avez une rhinopharyngite et que vous avez des sécrétions qu'il faut évacuer. C'est pas du tout ça l'inconscient. L'inconscient, c'est une machine à interpréter, en fait. C'est une machine à interpréter et qui se constitue évidemment petit à petit dès la naissance, dès l'arrivée au monde, parce que imaginez-vous qu'est-ce que c'est un nourrisson qui vient au monde. Il arrive d'abord il est totalement dépendant. Alors, chez les animaux aussi, il y a une dépendance, etc. Mais les animaux adultes et bébés animaux sont équipés d'un ensemble de processus instinctuels très bien rodés qui font que il n'y a pas trop de problèmes pour que, même s'il y a une part d'éducation aussi, notamment les espèces supérieures, mais il y a, vous voyez, mais les bébés tortues, par exemple, moi j'ai vu une éclosion de bébés tortues de mer cet été, c'est impressionnant. Ils sont programmés. La mère tortue les pond dans le sable, un peu profond, et puis une nuit de pleine lune, parce qu'ils ont besoin de la lumière, ils sortent tous, et hop, ils filent en étant guidés par la lumière, par le reflet de la lune sur la mer. Alors ce qui était drôle, c'est qu'il y avait une taverne derrière, et qu'il y avait de la lumière, et qu'il y a une partie des bébés tortues qui ont filé vers la lumière de la taverne. Donc, mais alors... les propriétaires les ont repris, mis dans un baquet et rejetés à l'eau, et la mer attend au large. C'est assez marrant de voir comment ça se fait, mais tout seul, quoi. Chez les bébés humains, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils sont totalement, si personne ne s'occupe d'un nourrisson, ils meurent. Immédiatement, enfin très vite. Donc, les nourrissons, quand ils arrivent au monde, ils sont l'objet de soins des adultes. Et il vaut mieux que les adultes soient en mesure de les accueillir, même si parfois c'est très angoissant pour les adultes. Et puis ils baignent dans un univers de messages. C'est-à-dire ils ont évidemment des tas de sensations. Ils ont faim, ils ont froid, ils ont chaud, ils ont mal, ça leur gratte les fesses parce qu'elles sont rouges, etc. Ils ont des sensations de douleur ou de déplaisir ou de plaisir et de satiété. Mais cette machine à sensation qu'est le petit bébé humain, ce n'est pas qu'une machine à sensation. Les sensations, elles sont prises dans ce qu'on pourrait appeler un réseau de messages qui sont liés à la façon dont ce bébé va être accueilli par les adultes. Comment la mère ou les parents vont le tenir, si elle a peur, si elle est à l'aise. Souvent, les jeunes mères ne sont pas tout à fait à l'aise et c'est normal. Et souvent, le malaise des jeunes parents, notamment face à certains cris des bébés, c'est que ça fait remonter en eux de façon très inconsciente des traces de choses dont ils n'ont pas un souvenir conscient, mais dont ils ont vécu, qui ont laissé des traces, et qui sont peut-être des moments où ils ont été pas suffisamment accueillis ou pas au bon moment, etc. Alors, il ne faut surtout pas que la mère soit parfaite, ou le père, ou les parents. C'est un autre psychanalyste qui disait qu'il faut que la mère soit suffisamment bonne, mais pas trop. Parce qu'il faut aussi qu'il ait l'espace, cet enfant, de pouvoir chercher, tâtonner, gagner une autonomie. Si tous ses besoins sont comblés avant même qu'il les éprouve, il ne peut jamais exister de façon autonome et il ne peut pas vivre dans le monde, Donc il y a plein de messages qui sont d'abord des messages gestuels, évidemment, et des mimiques et tout ça, mais aussi, évidemment, il arrive dans un environnement sonore, l'enfant. Il entend parler même avant sa naissance. Il entend du langage. Et comment on apprend à parler? Toute langue maternelle est d'abord une langue étrangère. Et archi-étrangère, beaucoup plus étrangère que n'importe quelle langue étrangère qu'on apprendrait aujourd'hui, en ayant déjà une langue à sa disposition. Parce qu'on n'en a pas. On a juste, quand on vient au monde, des cris, Et petit à petit, vous avez pu observer, peut-être certains d'entre vous, comment les petits, assez rapidement, ils se mettent avant même de parler, à émettre certains bruits, à essayer
pas parler à leur femme, enfin, essayer de parler, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils interprètent. Pas de façon consciente, avec une pensée élaborée, évidemment, ça vient petit à petit. Mais d'abord, les enfants, les nourrissons, ils interprètent, c'est-à-dire, ils interprètent la façon dont ils sont accueillis, c'est-à-dire leurs cris, comment ils sont reçus. Est-ce que ça exaspère l'adulte? Est-ce que l'adulte est capable de le rassurer? Est-ce que... Et puis ils interprètent tout ce qu'ils entendent autour d'eux, donc ils peuvent se tromper, hein. Évidemment qu'ils se trompent. Mais en tout cas, l'apprentissage de l'entrée dans le monde humain, c'est l'entrée dans un monde qui est saturé de tas de messages qui sont totalement incompréhensibles et qui petit à petit prennent sens et s'interprètent, et qui sont d'autant plus énigmatiques, ces messages, même quand ils commencent à être compris, ils restent en partie énigmatiques. Pourquoi? Ben parce que les parents aussi ont un inconscient. C'est-à-dire quand un adulte, une mère, un père, un frère aîné, enfin, entre en relation avec un tout petit qui ne parle pas encore, Freud dit infant, c'est-à-dire qui n'a pas encore la parole, et ben, la manière dont il entre en relation avec lui, elle est en partie liée à ce qu'il ressent consciemment pour ce petit humain, mais aussi en partie par des choses qu'il transmet lui-même sans le savoir, c'est-à-dire qui sont inconscientes, notamment sur la question précisément sexuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'avoir un garçon ou d'avoir une fille, qu'est-ce qu'on investit là-dedans, qu'est-ce qu'on transmet, comment on traduit tout ça, et comment on infuse, si vous voulez, certains messages qui peuvent être très contradictoires et dont l'enfant va faire sa sauce. Et l'inconscient, c'est ça en fait. L'inconscient, d'abord, c'est l'ensemble, si vous voulez, refoulé, c'est-à-dire dont on ne se souvient pas et dont une partie, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout, heureusement, on ne pourrait pas vivre, hein. C'est l'ensemble de nos liens au monde environnant et d'abord au tout proche, qu'on a intériorisé, qu'on a même incorporé, on pourrait dire, et qui produisent des façons d'être, des identifications, des questions, des peurs, des angoisses, des manières de faire. C'est-à-dire tout ce qu'on vous transmet se traduit. Alors, quand je dis bien se traduit ou s'interprète, j'emploie là un ou l'autre terme, parce que dans l'interprétation et dans la traduction, il y a l'idée qu'on va passer d'un certain état d'un message à un autre état qui a une autre forme. Et je dis bien ça parce qu'il ne faudrait pas croire que les êtres humains, les nourrissons humains, c'est de la pâte à modeler. Ce n'est pas juste qu'on imprime chez eux des choses, sinon ce serait du pur clonage mental, si vous voulez. On leur transmet des choses et eux, ils s'en saisissent d'abord jamais de tout, évidemment, d'une partie, et au fond, ce qu'on peut appeler l'inconscient, c'est tout ce monde-là, tout cet environnement, et d'abord l'environnement le plus affectif, le plus proche, c'est-à-dire le plus affectivement investi, hein, et qui vous a investi le plus, et qu'on retraduit. Et ça crée, en fait, quelque chose de sa propre vie inconsciente, qui est en rapport avec la vie inconsciente de ses proches et en même temps qui est tout à fait autre chose. Au fond, Lacan avait inventé un mot, un très beau mot, Lacan qui est donc un psychanalyste français des années 50, 60, 70, qui a beaucoup lu Freud, mais qui l'a un peu rigidifié, on va dire, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais il a quand même, parfois il avait des traits des éclairs comme ça, de pertinence très très percutants. Il a proposé un mot qui est le mot extime. L'extime, qu'est-ce que c'est l'extime? L'extime, c'est pour ne pas dire l'intime justement, et c'est pour dire en gros, si on peut retraduire ce que voulait dire Lacan, c'est de l'extériorité repliée à l'intérieur. C'est le monde replié dedans, mais replié selon des plis qui ne sont pas prévus à l'avance, pour employer une image, si vous voulez. Et ça fait la singularité de chaque personne. Alors, c'est bien pour ça que j'en viens à la question du sens. Comment le sens se constitue? Où est-ce qu'il est, le sens? Et donc, à la séance, le sens, il n'est pas dans vous. Il n'est pas dans les mots. Et il n'est certainement pas dans le psychanalyste qui appliquerait sa théorie, et vous diriez « Ah oui, c'est ça, je ne savais pas ». Non, en fait, vous savez déjà.
mais vous ne savez pas que vous savez. Le sens, il est entre vous et votre analysant. Mais c'est toujours comme ça. Je veux dire, quand on parle, le sens, il n'est pas uniquement dans... C'est Montaigne qui disait ça très bien. Il disait que la parole appartient moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Et on pourrait rajouter une troisième moitié, si je puis dire, mais qui excède toute totalité et qui serait les destinataires inconscients, etc., etc. Ça veut dire quoi? Et il emploie une image pour nous faire comprendre ça. Il dit le ton et la manière de ma parole, enfin je ne sais plus comment il le dit exactement, ma voix et le ton et la façon dont je prononce ce que j'ai à dire et dont je l'articule et dont je le construis, c'est comme au jeu de la paume, dit-il, qui est l'ancêtre du tennis. L'autre doit se disposer de telle manière pour le recevoir. Ce qui montre bien que le sens, il est pas... Les stoïciens appelaient ça un incorporel, le sens, avec leur théorie des incorporels, c'est-à-dire c'était des matérialistes, les stoïciens, mais il y avait les incorporels et dont le sens faisait partie. Et le sens, c'est quelque chose qui n'existe pas. D'abord, il n'y a pas un sens, il y a autant de sens que de situations d'interlocution. Quand vous êtes, même pour prendre l'exemple pas de la Dane, mais allez au théâtre ou lisez un livre, évidemment que c'est toujours le même texte, mais d'abord, si vous allez au théâtre, ce ne seront pas les mêmes interprétations. Les personnages seront interprétés de façon différente par différents comédiens. Et puis, vous, en tant que spectateur, vous avez l'impression que la pièce, quelquefois, s'adresse à vous tout seul, et votre voisin aussi, et c'est vrai dans les deux cas, même si c'est le même texte. Alors, il n'y aura pas des différences immenses, mais il y aura quand même des différences qui sont liées au fait que le sens se construit comme quelque chose qui est, pour employer un mot un peu technique, qui est dialogique, c'est-à-dire dans le dialogue, dans la situation de dialogue. Et le sens, il est entre. Et puisqu'il est entre, c'est comme ça qu'il se constitue aussi, parce que quand je vous parlais tout à l'heure de l'inconscient, de l'estime et tout ça, eh bien, ça veut dire que la manière ce que j'ai intériorisé, c'est du entre. C'est-à-dire entre l'adulte qui dit quelque chose, qui envoie des messages, le monde qui envoie des messages, et mon petit psychisme, le petit psychisme qui est en train de se constituer, eh bien, il y a tout un espace qui est l'espace de l'interprétation et de la réinterprétation. Et souvent, on s'aperçoit, d'ailleurs, je pense que tous, vous devez avoir des souvenirs de ce genre-là. Moi, je vais vous en donner un. Quand j'étais petite, quand j'avais 4 ou 5 ans, j'avais une copine qui avait un accordéon. Et j'avais une convoitise absolue pour cet objet. Et elle m'avait dit « Ah, mais j'ai eu ça, c'était une surprise. » Alors moi, ni une ni deux, j'ai dit à ma mère « Je veux une surprise. » Et puis, manque de chance, un soir, elle me dit « Bah voilà, t'as une surprise. » Et alors, je dis « Elle est où la surprise ?» Et en fait, c'était une tête d'oreiller avec des ours brodés dessus, dans mon lit. Alors là, déception, je ne vous dis pas. Déception affreuse. Et puis, voyant la déception de ma mère face à ma déception, j'ai fait bonne figure. J'ai dit, c'est très bien. Puis j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire surprise. Je n'ai pas compris. Puis petit à petit, je me suis renseignée de façon indirecte et j'ai compris qu'une surprise, ce n'était pas un accordéon, c'était une chose inattendue. Alors là, c'était inattendu pour tout le monde, mais dans le sens un peu décevant, justement. Mais maintenant, je ne peux plus voir un accordéon sans penser à cette déception et puis je ne peux plus employer le mot surprise. Alors c'est dans les arrière-fonds. C'est dans les strates, si vous voulez, sans avoir comme ça une image de cet instrument tellement joyeux et qui me plaisait tellement quand j'étais petite. Bon. Donc vous voyez bien comment tout le monde a des... Colette raconte, l'écrivain, un truc comme ça, elle pensait que presbytère, c'était la coquille de l'escargot. Donc quand on lui disait que le curé habitait dans un presbytère, elle disait oh, « c'est quoi ça ?» Bon. Et donc, elle a fait un très très joli texte là-dessus, sur cette... Et tous les enfants, quand ils apprennent à parler, il y a des méprises sur certains mots qui sont chargés de façon très affective par ce qu'ils y mettent, parce qu'ils ont fait une association, une interprétation fautive. Et puis, entrer dans le langage commun, c'est renoncer effectivement à ces appréciations, à ces interprétations erronées, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne laissent aucune trace. On ne va pas, quand vous allez acheter un accordéon, vous n'allez pas demander une surprise dans le magasin de musique, mais néanmoins, pour vous, il y aura cette aura, comme ça, ces connotations, qui sont effectivement le fait qu'on entre dans le langage commun, qui est de toute façon
fait par personne, sinon par la collectivité, bien entendu. C'est-à-dire les adultes qui parlent et qui nous apprennent à parler, eux-mêmes, ils ont appris, enfin ils sont dans le monde commun, et le langage lui-même, il est réinterprété, réapproprié par chacun, d'une certaine manière, et on le voit bien dans la littérature. Hein. Dans la littérature, c'est pour ça que Freud, d'ailleurs, pour réfléchir à la question de l'inconscient, a énormément, comment dire, s'est beaucoup inspiré de poètes, comme il dit, de la littérature, parce que ce qui est assez frappant avec la capacité des œuvres d'art, que ce soit certaines œuvres d'art en peinture, en musique ou en littérature, et ça, il s'intéressait spécialement évidemment à la littérature parce que c'est fait avec des mots, si vous voulez, eh bien, d'une certaine manière, parviennent de manière extrêmement singulière, il n'y a rien de plus singulier que l'écriture d'un auteur, mais à vous parler de quelque chose de vous singulièrement, mais à travers le monde commun. Il y a une très jolie petite phrase de Proust, là. À la fin de la recherche du temps perdu, il dit « Mais pour en revenir à moi-même, dit-il, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même, dit-il, inexact que de dire, en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs, car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes, mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray. » Et vous vous rappelez, Spinoza aussi était polisseur de lentilles, de lunettes. « Mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderai pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c'est bien cela, si les mots qu'ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j'ai écrits, les divergences possibles à cet égard ne devant pas du reste provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en eux-mêmes. » Alors, je crois que ce passage est important, parce que quand on interprète dans la vie, mais particulièrement dans le cadre de l'analyse, justement, la question c'est d'être attentif, évidemment ça se passe entre, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, c'est-à-dire, c'est une des raisons pour lesquelles, c'est même la raison principale, pour laquelle il est important que l'analyste lui-même ait fait une analyse, parce qu'il aura expérimenté cet écart entre ce qu'il dit, ceux à qui il le destine et celui à qui il l'adresse. Donc il aura créé une espèce de zone comme ça, qui est cette zone, je dirais, à la fois tout à fait reliée au monde, mais qui en même temps est quelque chose est neutralisé des enjeux quotidiens, ordinaires. Et ça lui permettra effectivement d'écouter ce qui lui est dit sans chercher à plaquer un sens général et a priori sur ce qu'il entend. C'est pour ça que la règle est si importante de l'écoute flottante et de l'attention également flottante et de la parole libre, associative, parce que l'écoute, elle doit être littérale. Elle doit être littérale, c'est-à-dire vous n'interprétez pas à partir d'une vague impression de ce que vous avez entendu. Vous interprétez, et qu'est-ce que ça veut dire interpréter? Ça ne veut pas dire ce que vous avez dit, ça veut dire cela. Ça veut dire faire certaines interventions, on en parlera, je vous en donnerai un ou deux exemples, qui permettent une connexion. Qui permettent une connexion et que quelque chose d'inconscient, qui était fragmentaire, qui était en petites bribes, tout d'un coup devienne une histoire qui prend un sens, prenne du sens. Et qui n'est pas total, qui n'est pas définitif, mais en tout cas qui à ce moment-là qui peut avoir un effet assez libérant. Mais pour ça, il faut écouter littéralement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas appliquer la même chose à ce que vous dit une personne et à ce que vous dit une autre, sous prétexte que les deux vous parlent de papa et maman. Ou que les deux vous parlent de leur petit frère qu'ils n'ont pas aimé voir arriver à la maison. Si vous faites ça, ben vous plaquez vous faites de la psychanalyse appliquée au plus mauvais sens du terme, c'est-à-dire vous appliquez des espèces de trucs tout faits qui ne servent à rien, qui n'aident personne et qui sont profondément ennuyeux en plus. Par contre, si vous êtes attentif à la littéralité de ce qui est dit, c'est-à-dire comment c'est dit, à la lettre de ce qui est dit, et pas une littéralité littéraliste au sens où c'est un texte sacré et que ça a un sens qui résiderait dans je ne sais quel endroit caché, non. Littéralité ramenée à un contexte, un petit peu comme quand au cinéma,
vous faites un gros... Enfin, vous avez, au cinéma, vous avez un cadre. Et dans le cadre, vous avez quelque chose, vous avez des gros plans, un plan devant, un plan derrière, du flou plus loin. Mais un bon plan de cinéma n'a de valeur et de sens dans un récit cinématographique que s'il renvoie à un hors-champ, quelque chose qui n'est pas là. Donc il faut à la fois regarder comme un myope, de près, tous les détails, mais en même temps avoir une perception du fait que tous ces détails et la façon dont ils s'organisent, qui est mobile, hein, qui est fluctuante, parce que si quelqu'un vous raconte un rêve, par exemple, il vous le raconte une semaine plus tard, le même rêve, il le racontera d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'il se sera passé différentes choses psychiquement qui feront apparaître certaines images ou certains scénarios de son rêve comme pouvant nous conduire vers telle ou telle zone de sa vie inconsciente. Donc l'interprétation, elle est tout le temps mobile, elle est en mouvement, mais elle ne peut être juste que si elle est attentive, vraiment, de façon très précise, aux détails de ce qui est dit, à la manière dont ces détails s'articulent, mais en rapport avec quelque chose qui n'est pas coupé de l'environnement, à la fois de l'histoire de la personne, et puis de l'environnement plus général, hein, du monde, si vous voulez. Donc, le psychanalyste, là-dedans, qu'est-ce qu'il est? Quand on dit qu'il doit être neutre, ça ne veut pas dire qu'il doit être un glaçon, ni qu'il doit être indifférent, ça veut juste dire qu'il doit neutraliser son propre moi, si vous voulez, même si c'est au filtre de sa propre vie psychique, qui ne se réduit pas à ce qu'il pense être son petit moi social, quoi. C'est au fil de sa propre vie psychique qu'il va pouvoir entendre plutôt certaines choses que d'autres, voyez. Donc, le travail de l'analyse, c'est comme ça un travail un peu musical, si vous voulez, où il est question d'essayer de capter à certains moments, et il y a des indicateurs qui sont donnés par l'émotion, etc., ou par des répétitions qui s'enlisent, etc., quelque chose. Alors, je vais redonner un exemple que j'avais donné dans une autre classe il y a 2 ans, ou 3 ans, 2 ans, par rapport au fait que l'inconscient, ce n'est pas juste une question purement personnelle, c'est une question purement personnelle aussi, mais c'est une question personnelle qui retraduit quelque chose de commun, qui est à la fois de collectif, qui est à la fois le monde des proches, mais aussi le monde historique. Et je l'ai remarqué souvent j'ai eu plusieurs analysants dont les grands-parents ou arrière-grands-parents étaient des rescapés du génocide arménien, qui est un génocide qui a la particularité, même si Emmanuel Macron vient de dire qu'on va faire une commémoration du 24 avril 1915 en France, qui est quand même très bien, la Turquie est évidemment furieuse, c'est la particularité de ce crime contre l'humanité, de ce génocide, qui concerne donc des êtres humains qui sont morts depuis bien longtemps, qui seraient morts de toute façon, hein, maintenant, c'était en 1915, c'est qu'il n'a été pas reconnu par le monde politique. La Turquie ne l'a jamais reconnu, il n'y a pas eu de procès comme le procès de Nuremberg qui a reconnu les crimes nazis, et ça a été très important que ce soit collectivement reconnu, avec des condamnations, etc. Il a été l'objet d'un déni. C'est-à-dire, ça n'a jamais existé. Et j'ai eu plusieurs analysants de la 3e génération du génocide, et dans tous les cas, je vais vous parler de 2 cas en particulier. Ce qui était remarquable, c'est la façon dont quelque chose de cet épisode-là, d'avoir été rescapé pour les grands-parents, a survécu sous forme de symptômes dans la vie psychique et dans la vie réelle de ces personnes, qui conservaient de cette façon la mémoire, on va dire, cryptée de ce génocide, mais au prix de symptômes extrêmement invalidants. Alors je vais vous donner 2 exemples. Il y a une jeune femme qui était venue me voir il y a de nombreuses années déjà, elle avait un symptôme très bizarre dans sa vie. Dès qu'il y avait une difficulté, de tous ordres, sentimentale, amicale, professionnelle, elle faisait la morte. Elle disparaissait de la circulation, alors elle ne répondait plus au téléphone, elle n'ouvrait plus sa boîte aux lettres, elle disparaissait. Vous imaginez bien à quel point ça pouvait être gênant dans sa vie sociale et personnelle. C'est un symptôme quand même particulièrement invalidant, et elle n'y pouvait rien. Dès qu'il y avait une difficulté, hop, elle rentrait dans sa coquille, et il n'y avait plus personne, elle disparaissait. Elle est venue me voir pour ça, en fait. Donc on commence un travail, et petit à petit,
Et à un moment donné, au bout de quelques mois de travail, il y a des rêves qui apparaissent, qui sont assez étranges, qui sont des rêves qui métaphoriquement figurent. Il y a des tas d'ordures, c'est des rêves très très glauques, hein. Certains un peu gore. Elle se demandait d'où ça sortait tout ça, parce que par ailleurs, elle allait très bien. Une fille intelligente, pas du tout déprimée, etc. Mais il y avait ce symptôme vraiment pénible, quoi. Et puis sa grand-mère meurt. Et à l'occasion de la mort de sa grand-mère, apparaît une histoire dans la famille qui n'était pas inconnue, mais dont personne ne parlait jamais. C'est-à-dire, c'était comme si ce n'était rien, en fait. C'est pas qu'on n'en parlait pas, c'est que, en fait, on s'en fichait. C'était comme si c'était rien. En fait, la grand-mère avait été retrouvée à l'âge de 5 ans sur un charnier, et elle n'avait pas été tuée par les Turcs parce qu'on l'avait crue morte. Et donc, elle a été ensuite sauvée par d'autres Turcs, d'ailleurs, qui l'ont cachée. Elle est partie en Syrie, et puis ensuite dans un orphelinat français, etc. Et donc, la grand-mère a survécu. Ce qui lui a sauvé la vie, en fait, à la grand-mère, c'est d'être passée pour morte, en fait. Et donc, vous voyez comment ce symptôme auquel mon analysante devait la vie, hein, parce que si sa grand-mère était morte, elle n'aurait jamais existé, évidemment, pour cause. Eh bien, dès qu'il y avait une difficulté, hop, elle faisait ce qui avait sauvé son inconscient lui faisait faire ce qui avait sauvé la vie à sa grand-mère. Sauf qu'au lieu de lui sauver la vie, ça lui pourrissait. Vous voyez bien, oui? Ça signifie qu'on prend l'inconscient de nos parents. Voilà, ça veut dire qu'on le retraduit, enfin on ne le prend pas en entier. Oui, oui. On retraduit des fragments, et c'était quelque chose qui n'était même pas si inconscient que ça. Enfin, c'était pas, on le savait, cette histoire. Seulement, la valeur émotionnelle et vitale de cette histoire était totalement abrasée, c'est-à-dire on perpétuait en gros le déni du génocide, puisqu'en gros, non, il ne s'est rien passé, ouais, il s'est passé ça, elle était sur un charnier, ouais, quoi. Bon, évidemment, c'est énorme comme truc. Et donc, elle conservait cette mémoire, parce que c'était vital, en fait. Et vous voyez bien, on voyait bien, là c'est intéressant cet exemple, parce qu'on voit bien que le symptôme, l'inconscient, c'est une machine à interpréter. Le symptôme, c'est une machine à interpréter, puis c'est aussi quelque chose qui a une fonction de survie. Initialement, quand ça se construit, les symptômes, ça a des fonctions vraiment de survie, là c'est très visible, sauf qu'évidemment, c'est totalement inapproprié en l'occurrence. Évidemment, c'est inapproprié. Donc, quand cette chose a pu se dire dans l'analyse, alors ça a été l'occasion d'énormément d'émotions, et d'un deuil vraiment, enfin d'un deuil, elle a pu faire le deuil de la grand-mère qui venait de mourir, mais aussi d'un deuil plus général de tous ces gens qui étaient morts sur les charniers, quoi. Mais la grand-mère avait survécu avec toute la culpabilité aussi, que ça supposait de ne pas être mort, qui est une culpabilité absurde, mais qui était quand même là, moi je ne suis pas morte, les autres sont morts, quoi. Et tout ce travail a fait que le symptôme, il a fondu, si vous voulez. Il a fondu parce qu'elle n'avait plus besoin de ce symptôme pour conserver la mémoire inconsciente de ça. Et dans une autre histoire tout à fait différente, c'est aussi un homme arménien qui, lui, avait beaucoup de difficultés avait toujours l'impression qu'il n'y avait pas d'avenir. Vraiment que tout. Pourtant, c'est un type très créatif, etc., etc. Et il avait toujours. C'était une plainte, mais une plainte permanente. Les projets, de toute façon, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir, etc. Et moi, j'en avais ras-le-bol, je peux vous dire, de sa plainte permanente. Et en même temps, je trouvais que cet homme. J'en avais assez, pas du tout parce qu'il m'ennuyait, mais parce que je me disais, mais quel gâchis! Cet homme, il est bourré de talent. Bourré il a de l'or dans les mains, ce type. Enfin, vraiment, il était très doué. Et il arrivait à faire des choses, vraiment. Mais il avait toujours l'impression que ça allait s'arrêter net. Et un jour, je le voyais en face à face. Ensuite, il est passé sur le divan, donc sans que je le voie. Mais là, je le voyais en face à face. Et il me racontait ça, pas d'avenir, pas d'avenir. Et moi, je lui dis, je ne sais pas ce qui me prend. Ça a été plus vite, c'est comme Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Quelquefois, c'est comme ça dans certaines séances analytiques, mais parce que c'est comme vous savez, c'est comme les barrages qu'il y a eu beaucoup, et puis à un moment donné, il y a un petit truc et ça saute. Je lui dis, deux mains coupées. Et je fais le geste, deux mains coupées, avec un jeu de mots évidemment. Et là, il fond en larmes. Et ce qui remonte, et c'est des choses que moi j'avais su aussi, c'est que ce qui remonte, c'est un livre d'images qu'il a vu dans sa famille, hein, du génocide. Et le génocide arménien a la particularité, comme en plus c'était pendant la guerre de 14, on n'allait pas utiliser des armes à feu pour ces sous-hommes, et donc ils utilisaient des machettes.
comme le génocide rwandais d'ailleurs. Et donc il coupait les mains des gens, les membres. Et notamment il coupait les bébés en morceaux, enfin un truc absolument horrible. Il y a des photos, absolument, c'est documenté si vous voulez. Et donc évidemment 2 mains coupées, c'était assez clair ce que ça voulait dire. Et donc il conservait en lui, alors pour des raisons, je ne rentrerai pas dedans, mais de culpabilité familiale transmise extrême, puisque certes, je ne sais plus quel ancêtre avait été tué à cause de la, entre guillemets, trahison du grand-père. Ce n'était pas une trahison, c'est que l'ancêtre était allé se cacher et le petit garçon de 5 ans, il a dit « Ah mais papa, il est parti au bois » ou je ne sais pas quoi. Évidemment, mais ça a été toujours vécu comme avec une culpabilité monstrueuse qui, bon, voilà, absolument sans objet, mais néanmoins bien réelle, la responsabilité de... Donc endosser en plus la responsabilité, c'est-à-dire le criminel devenait non plus le génocidaire, mais le génocidé en fait, hein, celui qui était visé. Et vous voyez bien que là, bon, le symptôme pareil, enfin ça a été assez long, hein, ce truc-là. D'ailleurs, ce jour-là, il m'a payé avec un chèque, et il a écrit, au lieu d'écrire euro, il a écrit heureux, E-U-R-E-U-X, la somme qu'il me devait avec ce lapsus de plume. C'est quand même magnifique. Donc je trouvais que j'avais été jamais payée dans cette devise-là. Donc je lui ai rendu la fois d'après, puis il me l'a refait en euros. C'était moins poétique. Mais bon, j'ai trouvé que ça disait voilà, un petit moment de ce qui peut se passer dans la cure en parlant. C'est-à-dire, c'était vraiment en parlant, parce que s'il n'y avait pas eu ce moment entre, eh bien évidemment, ça ne se serait pas passé. C'est-à-dire, je ne lui ai pas donné un sens, et c'est pas lui qui a... C'est le sens qui s'est passé entre, dans la relation. De ce qu'on appelle le transfert. C'est quoi le transfert? C'est cette espèce de zone où ça, entre l'analysant et l'analyste, où l'analysant adresse quelque chose à l'analyste, mais en réalité, il y a des destinataires ou des figures qui sont présentes dans la vie psychique, qui sont inconnues de l'analyste, qui sont pour certaines inconnues de l'analysant aussi, mais qui sont présentes. C'est pour ça qu'il doit se mettre un peu de côté, l'analyste. S'il est là, il fait écran, en disant c'est à moi qu'il parle, s'il dit des choses agressives, c'est à moi qu'il en veut, ben non. Même si c'est aussi, il faut pouvoir encaisser toutes ces choses-là, parce que en fait, elles s'adressent pas, enfin elles s'adressent à soi, mais elles ne se destinent pas à soi. Donc il faut pouvoir en fait, les prendre, et puis les remettre en jeu, un peu comme si c'était dans une espèce de bassine où on dissout les choses, les ingrédients, si vous voulez, les choses, et puis ça se décompose, c'est pour ça que ça s'appelle analyse. Du sens se décompose pour que ça se recompose autrement, à partir des ressources propres de l'analysant. Évidemment, avec l'appui de l'écoute de l'analyse et de ce qu'il peut apporter comme proposition. Mais effectivement, il faut bien que du sens se recompose, mais autrement, d'une manière qui ne soit pas dans l'entonnoir, si vous voulez, des symptômes, des répétitions, etc. Vous voyez? Donc, si je puis dire, voilà, on a une machine. Alors, c'est pour ça que, effectivement, les 2 choses dont il faut se garder dans l'interprétation, ça vaut dans l'analyse, mais vous savez, ça vaut dans n'importe quoi. Hein. Je veux dire, quand on lit un texte, on doit faire une chose, enfin, sauf que là, le texte, il ne s'agit pas de décrypter son inconscient, mais de voir comment il dit ce qu'il dit. Comment il dit ce qu'il dit, et pour ça, il faut être très attentif. Pourquoi la virgule, elle est là et pas là? Et vous savez bien à quel point une virgule, parfois, je me souviens d'avoir eu un débat un petit peu vif avec une personne qui éditait une de mes chroniques, et qui m'avait déplacé une virgule, et qui me disait « Vous êtes emmerdante avec vos virgules !» Je lui ai dit « Mais les virgules !» Et vous connaissez la fameuse histoire c'est une histoire incroyable, de Evgenia Ginsburg, qui était en camp stalinien, et elle était prof de russe, on l'occupait à faire ça dans le camp, et elle avait dû expliquer aux gens pourquoi, aux gens qui venaient prendre le cours d'alphabétisation, de grammaire, je ne sais pas quoi, pourquoi c'était si important la virgule, et elle avait dit imaginez un énoncé non ponctué, gracié, impossible, fusillé, tout ça est à l'infinitif. Selon l'endroit où vous mettez la virgule, le type sera gracié ou fusillé. Donc c'est très important les virgules, et dans l'analyse, si vous ne faites pas attention, je dis les virgules, mais à tout ce qui est dit, vous risquez de vous engouffrer vraiment dans des voies de garage. Alors la chose à éviter quand on est analyste, d'abord, il faut déjà savoir que quand quelqu'un vient vous voir, on ne sait rien de lui, on ne comprend rien. Déjà que lui, il ne comprend pas grand-chose à lui-même, alors nous,
pas grand-chose non plus. Mais par contre, on est capable d'écouter d'une manière beaucoup plus libre que lui-même n'écoute sa propre parole, parce qu'on a tendance, quand on parle, n'importe qui d'entre nous, surtout quand on se confie, eh bien, à soit se dévaloriser, soit se survaloriser, en tout cas à dresser un certain portrait de soi, qui peut être très dévalorisant d'ailleurs. Il y a des gens qui se dévalorisent systématiquement pour dire, ils diront « Ah, j'ai été lâche en faisant ça ». Donc on peut faire remarquer à la personne, quand elle vous dit ça, mais pourquoi vous employez ce mot? C'est un jugement. C'est un jugement très cruel. Et d'où il vient ce jugement, alors que ça décrit juste un mouvement voilà, un certain mouvement, donc c'est un jugement moral. Donc quand on fait remarquer ça à quelqu'un, ça peut le dégager un peu de son espèce d'autoportrait qui peut être, encore une fois, très négatif. Hein. Donc nous, en tant qu'analystes, on n'a pas de portrait, on n'a pas d'idée particulière sur la personne qui vient vous parler, indépendamment des affinités, des sympathies ou des antipathies, ça c'est une autre chose. Juste, c'est quelqu'un qui arrive, qui est construit d'une certaine manière, et il s'agit de pouvoir lui permettre que ça se défasse un tout petit peu, pas que ça s'effondre évidemment, mais que ça puisse se recomposer d'une manière moins raide, moins rigide, moins prisonnière. Et donc, les deux choses à éviter, et puis je vais m'arrêter pour vous laisser quand même un peu la parole, hein, c'est parce que vous puissiez parler un petit peu. Les deux choses à éviter, c'est la projection, c'est-à-dire être tellement impressionné par ce que vous dit quelque chose, que vous précipitez pour plaquer dessus ce que ça vous fait à vous, en fait, sans interpréter en vous-même, sans prendre de la distance avec votre propre interprétation spontanée, votre interprétation expresse, qui peut être juste un symptôme de vous, et donc plaquer sur quelqu'un quelque chose parce que ça vous paraît tellement cohérent. En plus, il ne faut pas que ce soit trop cohérent. Hein. Ça risque vite de virer à la paranoïa, c'est-à-dire tout s'emboîte trop bien. Donc plaquer une projection, donc en gros vous projetez sur lui votre théorie, votre désir qu'il aille bien, votre désir qu'il fasse ça dans la vie, votre désir qu'il corresponde à tel et tel schéma que vous vous êtes fait sur cette personne ou sur sa vie. Ça c'est la chose à éviter. Puis l'autre chose à éviter qui est le pendant inverse, c'est comme disait un de mes collègues seniors, décédé aujourd'hui, il ne faut pas vous prendre pour le fauteuil non plus. C'est-à-dire considérer qu'il suffit que vous soyez là, impavide, muet, et que ça va se faire. Ben non, ça ne va pas se faire si vous ne vous mouillez pas un peu. Mais il faut se mouiller, ça veut dire rentrer dans cette espèce que Freud appelait l'inquiétante immensité, hein, c'est-à-dire cette espèce de zone intermédiaire entre vous et votre analysant, vos analysants, à chaque fois c'est différent, et où vous avez en même temps quelque chose de tout à fait rassurant, c'est de vous rendre compte à quel point le psychisme humain est plein de ressources. Parce que quand vous voyez les gens, moi ça fait 30 ans que je vois des gens, voilà, c'est des gens d'une même époque, on va dire. Vous voyez bien, vous entendez bien comment le monde environnant, chaque personne le retraduit à sa façon. Mais la question pour la personne, c'est pas de rester tout seul avec son interprétation du monde, c'est de pouvoir se relier au monde environnant, donc de pouvoir entrer dans un rapport non écrasé avec le monde, mais non plus isolé. C'est-à-dire il faut pouvoir en fait vivre dans le monde. Et comme disait Freud, devenir normal, être normal, c'est pouvoir aimer et travailler. C'est-à-dire aimer et travailler. Il ne dit pas qui il faut aimer, qu'est-ce qu'on doit faire comme travail, mais c'est intéressant qu'il donne ces deux exemples, ces deux verbes-là, parce que ce soit l'amour ou que ce soit le travail, ce sont des formes psychiques où quelque chose se transforme. Par le travail, on se transforme et on transforme ce qu'on travaille. Et ce n'est pas pour rien que Freud parle du travail du rêve. Hein. Le rêve, par différents processus, on en parlera peut-être tout à l'heure dans vos questions, transforme. Puisque la traduction, l'interprétation, c'est une transformation, mais pas n'importe comment. Le rêve, il fait un peu n'importe comment. Donc il faut apprendre comment le rêve a fait n'importe comment, pour relier ça à quelque chose qui est partageable, d'une certaine façon. Hein. Donc, aimer, et dans toute expérience d'amour, c'est une expérience où on se transforme. Et donc, l'enjeu principal de l'activité inconsciente, c'est, au fond, et de l'activité interprétative, c'est quoi? Ce sont les figures de la transformation, mais en essayant de garder ouverte la possibilité que ça ne se fige pas, une fois pour toutes, et puis que ça reste
ça puisse continuer à se transformer, ce qui ne veut pas dire du tout au tout. C'est un peu comme dans la musique, le motif. Vous voyez, il y a une forme musicale qui est la fugue. Il y a un motif, qui est un motif assez simple, qui est toujours le même, mais il peut se décliner d'une infinité de façons. Donc, chaque singularité, chaque inconscient, c'est une figure fuguée, si vous voulez, de l'humain, de l'en commun des êtres humains. Mais, pareil, de la même manière, pour soi-même, on n'arrête pas de fuguer son propre inconscient, c'est-à-dire même sa mémoire. Quand vous vous souvenez de quelque chose de votre enfance, mettons aujourd'hui, et quand vous vous en souviendrez quand vous aurez 40 ans ou quand vous en aurez 80, ce sera pas la même chose. Ce sera transformé par votre expérience. C'est-à-dire, c'est toujours au présent la mémoire et l'inconscient. C'est-à-dire que c'est la vie dans laquelle nous vivons, autrement dit nos liens présents avec le monde et avec les autres, qui ne cessent de interagir avec notre vie inconsciente, qui n'est pas un réservoir de choses fixes et figées. Voilà.